Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson, président de VIA, ex-Parti démocrate chrétien, qui est aussi candidat à la présidentielle de 2022. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. VIA, ça veut dire Via. Le chemin, la voie. D'accord, ok. Alors la France est sous cloche depuis pas mal de temps, même si on confine, on déconfine. Enfin là, c'est quand même des mesures qui viennent d'être annoncées hier qui ne sont pas toujours, je dirais, propices à la liberté. Tout ça, vous pensez que ça vous paraît opportun, toutes ces mesures là qui sont prises? Ça paraît incohérent. Ouais. Je partage le sentiment de bon nombre de nos compatriotes sur cette Ouais. incohérence. Pourtant, les sondages disent que les Français s'y soumettent. Hein. Oui, parce que je pense que la stratégie de la peur a fonctionné. Mhm. Et que, comme disait je ne sais plus quel auteur célèbre, quand on fait peur aux gens, on arrive à leur faire à peu près ce qu'on veut d'eux. Ouais. Je suis, moi, très inquiet donc, de cette incohérence, cette absurdité qui fait qu'on ne comprend pas très bien pourquoi il faut faire tous les efforts qu'on nous demande de faire. J'assiste de manière assez inquiétante à une restriction de nos libertés, y compris un certain nombre de nos libertés fondamentales, et à une destruction de tout ce qui fait notre tissu social, c'est-à-dire les relations familiales, affectives. C'est le monde de la culture, là, demain, à partir de mardi. Oui, mais le monde de la culture, pas seulement. Vous savez, le télétravail détruit les relations sociales dans le monde professionnel, ou en tout cas les esquinte beaucoup, avec une charge psychologique sur les gens qu'il va falloir traiter un jour ou l'autre. Nous sommes privés de nos relations familiales, et on ne peut pas dire que ça ne soit pas quand même important pour nous tous. C'est disproportionné. Mais regardez, d'autres pays en Europe font la même chose. Ah, mais ce n'est pas parce que tout le monde se trompe que pour autant... comment dire, il faut suivre tout le monde. Donc, je crois qu'il y avait une autre manière de faire, surtout. Je pense que cette façon très jacobine, très centralisée de gérer cette crise, et qui fait qu'on veut traiter à la toise tous les territoires, quelle que soit leur situation. C'est une erreur. Bien sûr que c'est une erreur. On l'a vu sur les libertés de culte, on pourrait le voir sur la culture, sur les commerces. Associer beaucoup plus largement et dès l'origine les acteurs locaux, les préfets, les maires, les responsables des cultes, les repreprésentant des fédérations. Ça n'a pas été fait. Mais jamais, et encore pas maintenant. Alors, il y a une affaire qui fait couler beaucoup d'encre, qui continue à faire couler beaucoup d'encre, c'est l'affaire des masques. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire au Sénat qui a rendu son rapport et qui dit que Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, n'a pas été, je dirais, il est pointé du doigt. D'abord parce qu'il n'a pas recommandé des masques comme il aurait fallu le faire, quand les masques qui étaient en stock étaient périmés. Et puis deuxièmement, il dit qu'il aurait usé de son influence pour biffer sur certains rapports, sur certains documents, la nécessité justement d'en recommander. Est-ce que vous estimez que Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, le numéro 2 du ministère de la Santé, doit démissionner? Je pense qu'en tout cas, si ce qu'on l'accuse d'avoir accompli est juste, il devrait, oui. Parce que très franchement, ça relève de la faute lourde. C'est un scandale d'État, l'histoire des masques. Il y a quelque chose qui... Enfin, j'ai pas, moi, suffisamment de recul pour employer ce qualificatif. Ce qui est certain, c'est que la responsabilité des gouvernants, qu'ils soient politiques ou des hauts fonctionnaires dans la gestion de la crise depuis le mois de mars dernier, est massive. Et que l'histoire, j'espère prochaine, nous donnera enfin le détail de ces responsabilités. La manière, d'ailleurs, dont les responsables politiques ont souhaité s'en exonérer en votant telle ou telle disposition au Parlement pour ne pas être inquiétés jamais. Sauf qu'il y a quand même des plaintes qui ont été déposées contre eux devant la Cour de justice de la République. On verra comment ça aboutit. Il y en a, je crois, 8 ou 9 qui sont recevables. Vous n'êtes pas inquiet de cette judiciarisation de l'action politique, justement? Ça pourrait m'inquiéter à partir du moment où ça prendrait des proportions considérables. Mais là, nous sommes en face de décisions qui ont été prises à titre personnel. Elles ont engagé beaucoup de nos concitoyens et nous ont privés de beaucoup de nos libertés. Il est donc normal que la justice, puisque c'est à elle que ça revient, que la justice statue sur l'état réel des responsabilités. Oui, mais ça empêche justement l'action politique, parce que les politiques peuvent prendre énormément de précautions, plus qu'il ne faudrait, parce que justement, ils ne veulent pas être exposés à des poursuites. Je pense qu'il y a... que le gouvernement ait été pris de court au printemps dernier dans la première vague, je peux le comprendre, même si là encore, quand on regarde l'histoire depuis le mois de décembre, décembre 2019. Décembre 2019, on voit bien qu'en réalité, tout ça était quand même un peu identifié malgré tout. Qu'ensuite, il n'ait pas voulu changer de stratégie en dépit des alertes de l'OMS, en dépit d'alertes d'un certain nombre, y compris de très grands médecins de chez nous, très grands professeurs, qui se soient enferrés dans ces stratégies, confinement, masque, dont les résultats ne sont pas au rendez-vous, puisqu'on voit bien que
ça ne fonctionne pas. Ça commence à devenir coupable. C'est la démocratie qui ne fonctionne pas bien chez nous. C'est la confiscation du pouvoir par un petit nombre qui est effectivement la cause de beaucoup de nos maux. Et la gestion pouvoir est confisqué à la fois aujourd'hui. Oui, je pense que lorsque le chef de l'État gouverne avec le Conseil de défense davantage qu'avec le Conseil des ministres et un conseil scientifique davantage qu'avec le Parlement et les élus locaux, je pense qu'il y a un problème de confiscation du pouvoir, c'est clair. Alors, vous avez écrit un livre aux éditions du Rocher qui s'appelle « La voix du peuple ». Est-ce que cette voix du peuple, elle est ignorée selon vous? Elle est complètement ignorée. Et pourtant, on voit qu'il y a des manifestations régulièrement, les gilets jaunes, ça continue. Oui. Les gens peuvent s'exprimer. On peut pas aller rencontrer sa famille, mais on a le droit de manifester contre les violences policières samedi dernier à Paris. C'est encore un des mystères et une des incohérences de cette crise. Elle est ignorée parce que, en définitive, quand vous regardez l'origine de cette crise des Gilets jaunes il y a 2 ans, c'est loin derrière nous maintenant déjà, mais des décisions prises dans un petit cénacle de réduire la vitesse sur les routes départementales de 10 km/h, d'augmenter le litre de gasoil de quelques centimes. Pour les gens qui le décident, ça n'est rien. Pour ceux qui le subissent, c'est beaucoup de choses. Et le fait qu'il n'ait jamais réussi, toutes les personnes qui sont concernées, qui ont été impactées par ces décisions-là, à se faire entendre réellement, montre, une forme de... Il y a un mépris du peuple. Ah mais quand le chef de l'État va dire devant le Bundestag à Berlin que de ce côté-ci de la frontière en Allemagne, on a compris le sens de l'histoire à propos de l'Europe, alors que de l'autre côté, sous-entendu en France, on ne l'a pas compris. Lorsqu'il va dire au Danemark que nous sommes un peuple gaulois réfractaire, c'est un peu vrai quand même, non? Mais le chef de l'État ne peut pas dire ça, certainement pas depuis un pays étranger. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un président de la République. Et je pense qu'il y a, je le vis d'ailleurs moi aussi personnellement, comme c'est quelque chose que je ressens de manière extrêmement vive, une volonté effectivement de rabaisser tous ceux qui ne sont pas exactement dans le projet de Startup Nation, qui est en train d'ailleurs d'éclater à tous les sens du terme et de mettre la France à genoux. Alors vous écrivez, il s'agirait en fait de sortir de l'État-providence pour aller vers la société subsidiaire. C'est quoi la société subsidiaire? C'est une organisation dans laquelle on rend à chaque acteur de la vie sociale l'initiative et la liberté dont il a besoin. C'est une société dans laquelle... C'est-à-dire c'est une société dans laquelle le dialogue social a toute sa place et n'est pas étouffé par soit des manœuvres dilatoires du gouvernement, comme on a vu sur les retraites ou sur la réforme des transports et de la SNCF. C'est une société dans laquelle on écoute les mouvements familiaux parce qu'ils sont constitués en Parlement, dans l'Union nationale des associations familiales. Une société dans laquelle on laisse les territoires s'exprimer. Société des pouvoirs intermédiaires, alors. Société des corps intermédiaires, c'est exactement ça. Et dans laquelle l'État ne fait pas tout, où l'État est recentré sur ses fonctions essentielles, dans lequel... Qui sont les fonctions régaliennes. Qui sont les fonctions régaliennes avec des fonctions stratégiques. Il faut aussi apprendre à regarder différemment le rôle de l'État. Nous sommes encore sur une conception qui date de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, j'entends. Qui a été inspirée par le général de Gaulle, bien entendu, mais ça s'entend parfaitement. Est-ce que maintenant, on ne doit pas aller vers des sujets qui soient portés par l'État de manière un peu différente de ceux qu'on portait il y a 70 ans? Est-ce que le numérique ne doit pas faire partie des compétences essentielles et absolument incontournables de l'État? Est-ce que la fourniture d'énergie ne doit pas en faire partie? On est en train de démanteler EDF ces jours-ci. Vous avez peut-être entendu parler de ce projet Hercule, qui est un sabotage clair de la politique énergétique de notre pays. Donc c'est tout cela qu'il faut repenser en donnant au peuple et à leurs représentants et à ses représentants les pouvoirs dont ils ont besoin. Donc il faut changer la Constitution? Il faut modifier, pas tant que ça, la Constitution. On change de régime ou on réforme la Constitution? Il faut d'abord redonner le pouvoir au peuple et la décision qu'il demande. C'est-à-dire par voie de référendum. On utilise le référendum de façon... de manière régulière, très fréquente. Les deux. J'ai quelques réserves sur le RIC en tant que tel, mais je pense qu'il faut assouplir, faciliter la possibilité pour le peuple français d'engager des référendums. Société qui fonctionne à la Suisse, en fait avec... Non, parce que les Suisses votent sur tout. Oui. Et tout le temps. Vous, il ne s'agit pas de voter sur tout? Non, il s'agit si le peuple français veut organiser un référendum et que les conditions matérielles sont satisfaites pour qu'il l'organise, qu'on le fasse. Ce qui m'interroge, c'est la complexité des sujets que nous avons à traiter. Regardez la politique migratoire, la question des politiques fiscales, la réforme d'éducation nationale, la politique territoriale. Ce sont des sujets très complexes. Oui, la politique de sécurité aussi. La sécurité, bien sûr, mais des tas de choses comme ça. Sur tous ces sujets, la situation dans laquelle nous sommes, me semble-t-il, est que le président de la République et le Parlement sont certes élus, donc ils ont le pouvoir, mais la contestation, la défiance à l'égard du pouvoir est telle que sur des sujets d'une telle complexité, il faut retrouver la légitimité, l'assentiment populaire pour engager ces grandes réformes. Si les retraites avaient été gérées autrement et si la consultation populaire avait été effectuée,
on n'aurait certainement pas le bazar qu'on a sur cette réforme depuis maintenant plus d'un an. Tout ça en sortant des traités européens. Alors, pour partie, oui, parce que moi, je considère que la tutelle exercée par la Cour européenne des droits de l'homme sur la justice française est insupportable. De la souveraineté. Il faut retrouver de la souveraineté sur le contrôle de nos frontières, en sortant de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne dépend pas de l'Union européenne, elle. Non. Conseil de l'Europe. Justement, c'est beaucoup plus facile d'en sortir. Et retrouver effectivement des marges de manœuvre. Nous devons nous réapproprier nos décisions stratégiques, ça concerne l'État, et nous réapproprier, par le voie du référendum, les grandes orientations que nous voulons donner au pays. Alors, vous êtes candidat à la présidentielle de 2022. On sent que, à droite, vous vous situez où vous pourriez faire cause commune avec les Républicains ? Je ne pose pas du tout le problème comme ça, et je pense que les Français ne le poseront pas comme ça non plus. Ou plutôt avec Marine Le Pen. On assiste en réalité à une vraie valse des étiquettes maintenant, ça ne compte plus beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, La Voix du peuple, c'est d'alerter les Français sur le fait que nous sommes dans un tel état de confiscation du pouvoir que même les bonnes politiques n'ont en réalité qu'assez peu de chances d'aboutir, parce qu'à un moment, elles sont bloquées par des gens qui ont intérêt à ce qu'elles soient bloquées. Petit nombre de personnes qui ont les leviers. Il faut nous débarrasser de ça. Et la meilleure manière, c'est d'engager une grande réforme des institutions. Pas sortir de la Ve République. Les Français, je crois, ils sont attachés. Ils ont regarde raison. Le président. Vous êtes d'ailleurs favorable à un septennat. Je suis favorable au retour au septennat unique, oui, pour que le président soit à la tâche pendant 7 ans et pas pendant 5 ans et demi, en consacrant les 18 derniers mois de son mandat à sa propre réélection. Donc comme ça, on sera déchargé de ça. Ça permettra, au bout de 5 ans, d'avoir une respiration électorale par le biais d'une élection législative qui arrive à terme et qui permet aux Français de dire on est d'accord ou non avec ce qui est engagé. Et donc, ça met davantage d'oxygène dans les rouages. Et en réalité, je crois que nous avons besoin absolument de cette réforme institutionnelle, préalablement à tous, faute de quoi, même les bonnes politiques ne seront pas suivies d'effet. Mais si vous partez seul à cette présidentielle, vous avez quand même relativement peu de chance, parce que vous n'avez pas un appareil partisan énorme. Vous pourriez faire alliance, par exemple, avec Marine Le Pen. Le moment des alliances viendra peut-être à la condition, ce que j'ai déjà dit d'ailleurs ici sur votre plateau il y a quelque temps, que nous soyons capables d'imaginer un programme commun de gouvernement, comme la gauche y a fait il y a certes quelques décennies, mais la mécanique avait plutôt bien fonctionné. Nous sommes dans une forme d'état d'urgence politique. Autrement dit, nous avons besoin de nous mettre d'accord sur ce qui serait une trousse de premier secours pour venir au secours de notre pays et le soigner d'une certaine manière en PLS sur le bord de la route et faire en sorte que, sur cet essentiel, au moins, nous puissions nous mettre d'accord. Ceux qui seraient d'accord avec cet essentiel ont vocation à gouverner la France dans ce sens, qui que ce soit. Mais vous fermez la porte à personne ? Non. Y compris à Marine Le Pen. Je n'ai jamais fermé la porte à quiconque. Nicolas Dupont-Aignan. Pourquoi pas Nicolas Dupont-Aignan ? Dupont-Aignan Quelques difficultés actuellement ? Oui, on finit toujours par s'asseoir à la table des conséquences, vous savez. Donc, c'est de sa faute ? Bien sûr que c'est sa faute. Mais pourquoi ? C'est un détail dans lequel je n'ai pas envie de rentrer. Mais parce que, qu'est-ce que vous voulez, il n'a jamais voulu entrer réellement dans des stratégies d'alliance et il le paye aujourd'hui. C'est la conséquence de son propre positionnement politique depuis quelques années, dont nous avons souffert nous aussi. Tant pis. Donc on verra bien. L'important, c'est le projet. Ouais. Ça n'est pas les personnes qui seraient susceptibles de s'y allier pour l'instant. Mettons-nous d'accord sur ce projet. J'arrive, moi, dans cette présidentielle en disant, voilà, moi j'ai un projet institutionnel. Je pense qu'il faut réorganiser les pouvoirs, faire confiance au peuple français. Les Français savent mieux parfois que les dirigeants ce qu'il faut faire. On est avec Jean-Frédéric Poisson, président de VIA. VIA comme le chemin. Le chemin peut-être pour la présidentielle de 2022. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui seront posées ce matin par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha. Bonjour Yves, bonjour Frédéric Poisson. Bonjour. Alors on commence avec une question de Romain. Jean-Frédéric Poisson. On commence avec une question de Romain sur Twitter qui vous demande quel est votre regard sur la loi sécurité globale ? Je pense qu'elle ne sert pas à grand-chose. Je pense que la volonté de protéger les policiers est une intention qui est louable. Je ne vois pas de problème particulier avec le L'article 24 ne vous gêne pas ? Pas du tout. Pas du tout. Je n'y vois ni une atteinte à la liberté de la presse, ni une volonté de protéger de manière exagérée les forces de l'ordre. Je pense qu'elle est raisonnable et je pense que... Vous l'auriez voté si vous étiez à l'Assemblée nationale ? Je ne sais pas parce qu'il y a d'autres aspects qui sont... Elle n'est pas très bien écrite, il faut quand même reconnaître. Elle a beaucoup de défauts, mais je partage l'intention générale qui consiste à protéger les forces de l'ordre très clairement. Et à je veux dire... préciser les missions de chaque acteur de la sécurité en France. Alors ça, c'est un sujet qui est plus complexe
pour avoir été moi-même maire et donc à la tête d'une police municipale dans la bonne ville de Rambouillet, on voit bien que si on veut commencer à faire des policiers municipaux, des officiers de police judiciaire ou qui ont compétences élargies pour faire ce que fait aujourd'hui la police, il y a une chose qu'on ne fait pas, c'est recruter des forces de police. Donc je me méfie de cette tentation de l'État qui consiste à dire on va continuer de laisser aux communes. Comme ça évitera de dépenser des sous en recrutant des policiers. Je n'aime pas cette tendance. Sacha. Vous parliez de la présidentielle tout à l'heure et d'éventuelles alliances avec Marine Le Pen. Adrien vous demande sur Twitter si le général Pierre de Villiers pourrait être éventuellement un allié. Je redis à Adrien, et merci de cette question, je n'ai pas aujourd'hui de stratégie d'alliance définie. Je répète que ce qui me paraît indispensable, c'est de savoir sur quoi on se met d'accord. Et encore une fois, je pense que l'urgence dans laquelle nous sommes, un exemple récent, si je peux prendre 30 secondes, le gouvernement français a décidé de confier à Microsoft le soin de consolider dans une base de données informatique toutes les données qui sont sur nos cartes vitales. Oui. C'est un opérateur américain qui va en être chargé, comme s'il n'y avait pas d'opérateur français qui en était capable. Très franchement, ce genre de décision-là, si nous ne sommes pas d'accord à quelques-uns, et tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus, pour contrecarrer cette domination ou inversement cette soumission de la France à des intérêts étrangers, alors on perd son temps. Vous pouvez faire toutes les politiques que vous voulez. Si nous ne conservons pas l'autorité que nous devons avoir sur nos propres données, sur nos propres décisions, le reste ne sert à rien. Donc si je trouve, et je les trouverai, les personnes qui sont capables de partager ce projet, eh bien nous le ferons ensemble. Encore une fois, qui que ce soit et sans exclusive. Autre question. Et une dernière question. Sur Twitter, Scholl vous demande comment appliquer votre programme alors que la France aurait perdu de sa souveraineté face à l'Union européenne. Eh bien, il faut demander au peuple. C'est très simple. Il faut demander au peuple français de statuer. Est-ce qu'il veut sortir de l'Union européenne ou est-ce qu'il ne veut pas ? C'est votre position, vous, la sortie ? Non, je veux que le peuple français décide. Mon avis sur ce point n'est pas encore complètement tranché parce que c'est un sujet extrêmement complexe. Mais je ne suis pas réfractaire au principe du tout. Et je veux en tout cas... Y compris de l'euro ? Ah oui, y compris de l'euro. Et je veux en tout cas que les Français statuent. Il y en a assez qu'on leur confisque l'ADN en disant c'est dangereux, ça va nous faire mal, on va pas s'en... Non, donnons-leur les éléments du débat, organisons un grand débat public avec un référendum sur le Frexit et on verra bien. Et on verra ce que les Français veulent. Toutes les réformes que je propose, elles passeront par l'assentiment du peuple français à un moment ou à un autre. Il faut redemander aux Français ce qu'ils veulent. C'est trop facile de dire « je suis élu, j'ai un mandat, je fais ce que je veux », ce que nous explique Emmanuel Macron depuis 3 ans. Ça ne fonctionne pas comme ça ne fonctionne plus comme ça en tout cas, la vie politique française. Et je pense qu'il est indispensable de redire aux Français « nous avons confiance dans votre avis et c'est vous qui devez nous dire, le peuple français, comment vous voulez vivre dans les prochaines années ». Donc ma réponse est « demandons au peuple par référendum ». Jean-Frédéric Poisson, vous êtes candidat à la présidentielle de 2022. Comment vous faites, c'est dans 16 mois, comment faites-vous campagne ? Alors pour l'instant c'est très compliqué. Parce qu'évidemment les réunions publiques sont interdites. L'argent que nous donnent nos sympathisants. Il y a combien d'adhérents ? Une 12-13 000 adhérents. Ouais. Nous avons une mécanique de recherche de fonds classique par marketing direct comme depuis que nous sommes nés, il y a 20 ans. Et nous chercherons les ressources de notre campagne de cette façon comme nous l'avons toujours fait. Et sinon, vous faites campagne comment ? Alors que, oui, effectivement, les réunions publiques... En ce moment, par Internet, je fais comme tout le monde. C'est-à-dire, une fois par semaine, je tiens des réunions publiques en ce moment avec des inscriptions par le biais des logiciels qui sont disponibles pour tout le monde, en attendant impatiemment de pouvoir retourner dans les préaux d'école et sur les places des marchés. Et dernière question, si il y a une primaire au sein du Parti des Républicains, est-ce que vous pourriez, comme vous l'aviez fait d'ailleurs en 2016, est-ce que vous pourriez participer à cette primaire ? Non, je n'y participerai pas parce que je pense que la ligne stratégique dans laquelle les Républicains demeurent, qui est celle d'une alliance systématique avec les formations centristes, ne permet pas de respecter l'intégralité du projet que je souhaite présenter. LR fait fausse route pour vous ? Ah, je pense, oui, très clairement. Parce que quel que soit son leader. Les centristes sont partis ailleurs, ça ne vous a pas échappé. Ouais. Donc une alliance avec les centristes, maintenant, n'a plus beaucoup de sens pour les Républicains. Deuxièmement, je pense qu'ils ont un vrai problème de logiciel politique à réinventer. Ouais. Et troisièmement, même si je peux avoir par ailleurs d'excellentes relations personnelles avec Xavier Bertrand ou Bruno Retailleau, je pense que cette ligne stratégique-là, à un moment, devient incompatible avec le projet politique qu'ils portent. Moi, c'est la cohérence qui m'intéresse. C'est-à-dire, on ne peut pas dire aux Français une fois de plus, je fais alliance, mais ne vous inquiétez pas,
des alliances ne perturberont pas mon projet politique. L'histoire des Républicains depuis 30 ans, c'est ça. C'est je fais des alliances avec des alliés, mais en fait, ces alliances édulcorent, affaiblissent mon projet politique, et c'est ce qu'ils sont en train de payer aujourd'hui. Ils sont en train de perdre leur identité? Ils ont, alors, il faudrait mesurer, mais je crois qu'ils ont démontré leur capacité de bien gérer les territoires. D'ailleurs, ils seront reconduits dans leurs fonctions, ils le sont sans doute encore l'année prochaine. Ce qui manque, c'est une vision nationale et la volonté de rupture avec ce qui a été, au fond, pour beaucoup, leur axe politique majeur. Rupture avec les institutions européennes, rupture avec la doctrine de l'État ou l'enlisement de l'État, rupture avec ces différentes choses-là, avec une forme de complaisance à l'égard de l'islam ou à l'égard du phénomène migratoire. Ils ne sont pas complètement prêts, je pense, à cette rupture-là. Or, c'est ce dont le peuple français a besoin. Moi, j'y suis prêt. Merci Jean-Frédéric Poisson. Merci d'être passé dans les studios du Figaro. Merci aussi à Sacha Beckerman qui a posé vos questions, chers internautes. Et puis, je vous dis évidemment à lundi.